Donc l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on essaye de promouvoir la transformation dans les métiers et comment est-ce qu'on essaye de promouvoir aussi l'innovation au sein de l'entreprise. Donc l'idée, c'était d'animer un peu ces deux démarches, ces trois démarches même en parallèle, en considérant que si on ne mettait pas en place les systèmes d'information qui nous permettaient de mettre en œuvre la transformation qu'on avait en tête, globalement, il n'y aurait pas beaucoup de changements en fait. Si tu veux, dans mon esprit, en tout cas, la partie système d'information, ce n'est que le bras armé de la transformation plus générale de l'entreprise. Bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous avez déjà écouté ce podcast et que vous avez aimé des épisodes, n'hésitez pas à les partager sur LinkedIn, ça nous aide énormément, surtout pour trouver de nouveaux DSI passionnants. Dans cette nouvelle saison, DSI, le pivot de la transformation de l'entreprise, coproduite en partenariat avec Ersas Alliancy Le Mag. J'ai eu la chance d'interviewer 9 talentueux et talentueuses DSI qui se sont vraiment ouverts sur leurs enjeux et réflexions. Avec eux, vous allez être au cœur des enjeux de la transformation des entreprises. C'était passionnant. Mais avant le début de l'épisode, je me présente. Je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas, une solution SaaS simple et puissante qui aide la direction générale, la DSI et les métiers à travailler ensemble pour structurer et piloter la transformation de l'entreprise. Si vous avez des enjeux de pilotage, n'hésitez pas à me contacter, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Accrochez-vous, l'épisode arrive et je vous assure, ça dépote. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Christophe Allier qui est le CIO du groupe Kiali. Salut Christophe. Salut. Du coup, avec Christophe, on va parler bien sûr, puisqu'on est dans la saison 3 là, du podcast CIO Révolution sur le DSI comme pivot de la transformation. Et avant ça, Christophe, est-ce que tu peux nous parler un petit peu on connaît tout ce Kiali, mais qu'on comprenne un peu mieux quel est ce groupe et aussi toi qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans ce groupe-là. Bah oui, écoute, je vais te présenter vite fait Kiabi avec quelques chiffres, sans vous assommer sous le nombre de chiffres, mais c'est à peu près 500 magasins qui sont répartis dans à peu près 15 pays, alors massivement en France, en Espagne et en Italie, un tout petit peu en Afrique du Nord, et puis encore un ou deux magasins en Russie, mais ça se termine parce qu'on a décidé de quitter la Russie. C'est à peu près 5 millions de visiteurs sur kiabi.com. Alors sur kiabi.com, on fait plus que les 15 pays sur lesquels on a des magasins. On a à peu près 30 pays qui sont susceptibles d'être servis par kiabi.com. On est à peu près 9000 collaborateurs dans le monde. Et puis on a un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards. Alors c'est vrai que ce chiffre d'affaires, il a été un peu malmené par la période Covid, mais on est à peu près à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Avant Covid, après Covid, on est un tout petit peu en deçà, mais c'est à peu près la tendance sur laquelle on est. Et c'est combien de salariés? Tu l'as dit, je sais pas. C'est 9000. 9000 salariés, ok, d'accord. 9000 collaborateurs dans le monde entier. Et c'est 22 millions de clients. Donc tu vois, il y a beaucoup, on a beaucoup de clients en fait. On est vraiment dans une logique de volume. C'est l'entreprise qui habille, c'est vraiment du volume. C'est des petits prix. C'est par exemple pour ça qu'on est très peu présent dans des grandes villes comme Paris intramuros, parce que le coût du mètre carré nous permet pas en fait d'avoir un équilibre budgétaire entre ce qu'on dépense et le chiffre d'affaires. Donc on est vraiment dans cette logique petit prix et volume sur l'ensemble des périmètres sur lesquels on est présent. Ok. Et donc, du coup, toi, en tant que CEO, c'est quoi ton parcours? C'était tech? T'as été plutôt business? C'est quoi? Ouais, alors moi effectivement, moi j'ai fait une école d'ingé donc il y a longtemps maintenant. J'ai fait aussi l'IAE après dans l'administration des entreprises et puis j'ai intégré une société américaine qui s'appelle HP. J'ai fait ça pendant 6 ans et je suis arrivé à Lille en 1996 ou quelque chose comme ça ou 15. Et là, je me suis occupé d'un projet européen qui était de la télémédecine. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques années avec la Commission européenne et le CHR de Lille. Et puis, en fait, les fonds se sont arrêtés. En fait, le projet s'est arrêté. Et du coup, j'ai cherché un boulot sur Lille parce que je trouvais la ville plus sympa que la vie parisienne en tout cas. Et j'ai trouvé donc chez Kiabi. Donc j'ai fait différents postes chez Kiabi. Je suis d'abord rentré pour tout ce qui était tech. Et puis après, je suis passé après 7 ans, j'ai fait plutôt tout ce qui était projet pendant à peu près 7 ans aussi, donc système d'information et projet. Et puis il y a 10 ans maintenant, je suis rentré. On m'a demandé de reprendre la mission de CIO. Et donc c'est ce que je fais depuis 10 ans.
Et depuis, donc là oui, l'évolution aussi, c'est que au départ, j'étais vraiment très orienté CIO et après on m'a demandé de m'occuper aussi de ce qui s'appelle la transformation digitale de l'entreprise. Donc j'ai essayé de promouvoir cette transformation au sein de l'entreprise. On en parlera un peu après. Ok. Et du coup, quand tu dis au début j'étais très CIO et pas transfo, c'est quoi? C'est parce que tu étais plus sur la partie, on va dire, régalienne, infra, sécurité, etc. Et du coup, maintenant, tu es aussi sur la création de valeur ou autre. Et eux, ils l'ont dissocié, ils l'avaient dissocié dans leur tête, alors que c'est pas forcément séparé. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, comment, c'est quoi l'évolution entre les deux en fait? Alors, ouais, tu caricatures un peu. J'ai toujours été, à partir du moment où j'étais CIO, j'ai été en charge de tout ce qui était aussi projet, on va se dire, mise en œuvre des projets. Donc, il n'y avait pas que la tech, il y avait aussi la partie projet. Par contre, depuis 2014, j'anime tout ce qu'on a appelé transformation et innovation. Donc l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on essaye de promouvoir la transformation dans les métiers et comment est-ce qu'on essaye de promouvoir aussi l'innovation au sein de l'entreprise. Donc l'idée, c'était d'animer un peu ces deux démarches, ces trois démarches même en parallèle, en considérant que si on ne mettait pas en place les systèmes d'information qui nous permettaient de mettre en œuvre la transformation qu'on avait en tête, globalement, il n'y aurait pas beaucoup de changements en fait. Si tu veux, dans mon esprit, en tout cas, la partie système d'information, ce n'est que le bras armé de la transformation plus générale de l'entreprise. Et quand je parle de la transformation, j'évoque notamment les process, notamment tout ce qui est responsabilité, donc tout ce qui est, tu sais, RACI, là, les fameux RACI dans lesquels chacun essaye de se positionner. Et si tu veux, dans mon point de vue, notre stratégie, c'était et c'est d'ailleurs de faire d'aller vers d'autres pays, d'aller vers d'autres typologies de business, donc des business dans lesquels on fait des corners dans certains magasins ou des choses comme ça. Et donc, si tu veux, la complexité, elle augmente quand même pas mal parce que tu multiplies les formats de vente et du coup, tu augmentes la complexité des systèmes d'information et des process. Donc, il y avait en tout cas dans mon esprit un vrai intérêt à ce qu'on fasse un mixte entre à la fois les systèmes d'information, mais aussi la partie transformation et la partie innovation. Ok, et juste, tu fais bien de le dire, mon objet n'est pas de caricaturer, mais c'est vrai que des fois, j'essaye de comprendre, à simplifier un peu les différentes composantes. Quand tu parles donc d'innovation et bon, au final, d'être en capacité de s'adapter avec des nouveaux processus ou autres, c'est que toi, tu avais fait le constat que tu avais un système d'information qui fonctionnait, mais que du coup, il y avait plein d'évolutions possibles business, et du coup, tu as dit qu'il fallait rendre le système d'information, je sais pas si tu as employé le mot agile ou on peut tout dire, mais dans tous les cas, plus interopérable, plus modélable, plus une vision plus Lego. C'est ça pour pouvoir faire la transformation des métiers. Oui, c'est ça. C'est effectivement de se dire par rapport à un existant qui est optimisé pour vendre dans des magasins et sur Internet. À partir du moment où on veut des formats différents, on veut des corners dans des supermarchés, on veut faire des marketplaces, on veut faire des choses comme ça. Il faut qu'on mette en place des vrais process de transformation qui ne sont pas que des systèmes d'information. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir ces deux ou même ces trois volets, hein, le volet innovation, transformation et système d'information qui soient sous la même sous la même dynamique, on va se dire ça comme ça, et d'accompagner aussi et tu as raison du coup d'accompagner l'entreprise dans cette volonté-là. Et tu as raison, un des leviers, ça a été de se dire l'agilité et notamment les méthodes agiles, ça va nous permettre de concrétiser cette transformation qu'on veut essayer de mettre en place. Donc, si tu veux, il y avait vraiment cette dynamique-là qu'on voulait mettre en place, c'était de se dire, c'est pas l'agile pour juste être à la mode, c'était vraiment l'agile en réponse à la vision que l'entreprise avait de son business. On va y venir là sur la vision. Et juste pour que tu nous clarifies, comment tu différencies ou dans Kiabi là, l'innovation et la transformation, c'est quoi la différence des deux? Ah, alors, dans mon esprit, l'innovation, c'est d'être plus proche de ce qui se fait au niveau des startups. Donc, essayer d'être proche des startups. Alors, en fait, si tu veux, dans l'innovation, au moins deux aspects, moi, qui me viennent vite en tête. Le premier, c'est de se dire qu'est-ce qui sur le marché change et qu'on pourrait utiliser, s'inspirer pour transformer notre entreprise. Donc, en gros, il y a un premier volet qui est de se dire, alors j'aime pas trop le terme de veille, mais en tout cas, je regarde ce qui se passe sur le marché et j'essaye d'attraper des idées qui pourraient nous servir. Donc ça, c'est un premier volant sur l'innovation, un premier volet, pardon. Le deuxième idée, c'est de se dire, il y a besoin d'animer
l'innovation en interne de l'entreprise. Donc on a besoin de faire en sorte que tout le monde se pose la question parce que moi j'ai pas la science infuse sur les idées et personne ne l'a et du coup l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on crée des groupes de gens qui vont être motivés par l'innovation. Donc pour faire ça, on avait, créé des challenges en interne qui sont, que chaque magasin, et chaque groupe, alors c'est pas que des magasins, mais il y avait aussi des groupes de personnes, pouvaient proposer des innovations et puis il y avait une espèce de challenge où il y avait des votes et puis à la fin on élisait les 3 ou les 5 meilleures idées internes autour de l'innovation. Ok. Donc, ouais, si. Donc, innovation, c'est toute idée ou technique ou autre qui peut, externe ou interne, en tous les cas, des choses qui peuvent complètement impacter le business ou la façon de faire à date. Ça, c'est la partie innovation. Et transformation, c'est quoi? C'est la mise en pratique de ça? C'est l'industrialisation des innovations? Ouais, alors la transformation, en fait, c'est surtout autour des process. Donc, comme je te le disais, en fait, enfin, les process et la posture de chacun d'entre nous, mais à travers les process, en fait, ce qu'on se disait, c'est que plus on complexifie le modèle business, plus il faut essayer de faire en sorte que les process soient décrits. Parce que, en fait, plus tu es nombreux, plus tu es international, de cultures différentes, plus tu es obligé, à mon sens, hein, de formaliser un certain nombre de modes de fonctionnement. Pour le dire autrement, tant que tu es, en gros européen avec une base, française, à 80, ce qui était notre cas il y a 10 ans ou 5 ans, tu peux avoir quelques personnes qui ont en tête l'ensemble des process majeurs de l'entreprise et ça fonctionne. À partir du moment où tu es, sur une dizaine ou une quinzaine de pays, que tu es sur l'interculturel, tu es obligé d'avoir un certain nombre de formalisations, et c'est ça qu'on essaye de mettre en place dans le cadre des process et de la transformation qui viendra aussi avec donc ce qu'on appelle le digital, mais ce qui est pour nous le système d'information, c'est-à-dire transformer nos applications pour qu'ils collent le mieux possible au nouveau business qu'on veut mettre en place. Ok, beaucoup plus clair, ouais, très clair. Et donc, du coup, tu m'avais dit qu'une une des forces de l'entreprise, c'était d'avoir une vision forte à 2030 et que c'est elle qui vous a permis après de décliner toute une stratégie et des tactiques pour se transformer et pour avancer. C'est une vision à 2030, c'est ça? Ouais, alors c'est ça, moi j'ai trouvé ça, franchement utile dans le choc, qu'on a eu, bah, suite au Covid, hein. C'était un vrai choc, de la réalité de ce que pouvait être la fragilité de l'entreprise et donc il y a eu la volonté de décliner une vision à 2030 de ce que l'entreprise voulait être et donc en faisant ça, en fait, si tu veux, tu génères une véritable dynamique de changement donc autour de tout ce qui est par exemple RSE, mais aussi, autour de ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire ou ce qu'on ne veut pas être, pour pas être dans l'opportunisme, mais vraiment dans la vision de ce que l'on veut, être et devenir. Donc cette vision, elle est intéressante parce qu'elle n'a pas été rédigée par, un groupe de personnes, de 10 ou 15 personnes, mais elle a été rédigée par un grand nombre de personnes. Donc on a fait, vraiment un système participatif. Alors c'est un peu long, hein, ça dure peut-être, 1 année, ça a duré 1 année entre le moment où on a commencé et le moment où on a terminé. Mais, tu engages vraiment tes collaborateurs dans la transformation de ton entreprise et ça à tous les niveaux hiérarchiques. Donc on est descendu au magasin, en logistique, bien sûr les services centraux aussi. Mais donc tout le monde a pu, à un moment participer, écouter et contribuer aussi, pas que écouter, hein, contribuer et soumettre des idées, soumettre des avis. Et donc ça crée une dynamique, autour d'un point, d'objectif, d'une vision et même si, effectivement, je ne sais pas si on sera exactement à ce qu'on a écrit, mais c'est pas très grave en fait. C'est la tendance vers laquelle chacun d'entre nous a envie d'aller et ce que l'entreprise a envie de faire aussi et du coup, je pense que ça a été un vrai véhicule à la fois de motivation, mais aussi de transformation de cette entreprise pour savoir ce qu'on veut devenir et aussi ce qu'on ne veut pas devenir. Ok. Et du coup, à partir de que on va dire ce point de destination, ce point cible a été défini, et donc du coup dans une démarche plutôt ouverte, est-ce que du coup ça a été plus facile d'embarquer les gens dans les projets qui sont toujours un peu compliqués parce que c'est du temps en plus sur ton poste de travail, enfin c'est toujours, voilà, ça te sort de ton quotidien, et deux, aussi d'identifier donc ou de prioriser les bonnes tactiques en fait là-dessus, ou c'est pas sur ça que ça a le plus aidé? Alors la 1re chose que ça alors au la 1re chose, c'est probablement la motivation des collaborateurs. Donc ça, c'était la première chose positive. Probablement la deuxième, c'est que ça nous aide à filtrer les projets.
C'est-à-dire que tu peux avoir une bonne idée. Si cette bonne idée, elle est totalement antagoniste avec la vision qu'on s'est écrite, ça devrait nous permettre de l'écarter en se disant que pourquoi pas, mais que ça fait pas partie de la vision. Donc, si tu veux, il y a ces 2 aspects positifs qui sont que ça mobilise un grand nombre de personnes autour d'un objectif commun et la deuxième chose, c'est que ça permet à l'entreprise de faire des choix d'investissement en particulier qui sont peut-être plus simples que si tu as pas cette vision-là. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a donc enfin, motivation, priorisation, est-ce qu'il y a d'autres éléments clés? Par exemple, tu disais de définir aussi ce qu'on ne veut pas être. C'est important aussi dans une transformation. Est-ce que du coup, ça a enfin, la vision collaborative, ça a fermé des portes qui auraient pu rester ouvertes parce que pas discutées, pas débattues, qui auraient pu être intéressantes, mais où il n'y avait pas forcément de positionnement dessus, ou non, au final, tout le monde savait que vous vouliez pas aller là-dessus, il n'y avait pas de souci. Écoute, en tout cas, ça a le mérite de clarifier. Après, est-ce qu'il y a des choses qui ont été vraiment écartées? Oui, probablement. Oui, oui, si, il y en a certaines qui ont été écartées. Mais en tout cas, ça permet en tout cas de clarifier, tu vois? C'est quand même un des points forts de cette idée-là, c'est que on s'est dit: «Le core business, voilà ce vers quoi il faut qu'on aille». Et après, comme je te le disais, on a quand même un volet innovation dans lequel là, on est beaucoup plus opportuniste. C'est-à-dire qu'on se dit, bah tiens, il y a peut-être des tests qu'il faut lancer, puis en fonction des résultats, on verra si on poursuit ou si on s'arrête là. Donc, on a une vision qui est, on va se dire, oui, l'évolution, on va se dire, pas naturelle, mais en tout cas l'évolution choisie par l'entreprise. Et puis après, on a aussi la possibilité, à travers ces innovations, d'avoir des opportunités qu'on pourrait saisir en se disant bah tiens finalement ça peut être intéressant de tester. Donc ça c'est aussi quelque chose qui a apporté cette vision, c'est de se dire il y a peut-être des sujets qu'on ne connaît pas actuellement et qu'on testera d'ici 2030 et ça a eu une influence sur le système d'information parce que un des points sur lesquels moi j'insiste beaucoup, enfin il y en a deux, c'est le côté agilité de ce que l'on fait, donc ouverture et puis, démocratisation de ce que l'on fait. C'est-à-dire que, tu vois, on est en train de travailler sur un projet autour du low code, no code pour permettre à la plupart d'entre nous de pouvoir tester des choses, s'il en a envie, sur la base de données que l'IT fournit en disant: «Voilà, ces données sont les données certifiées pour tel et tel sujet». Par exemple, sur le sujet des stocks, on a bien une définition de chacune des données qu'on va mettre à disposition, mais chacun d'entre nous peut, développer pour son équipe locale, des petites applications qui vont l'aider à prendre des décisions, par exemple. Ok. Et quand tu dis, parce que tu sais, toujours pareil, le mot agilité, enfin, il est beaucoup utilisé, mais aussi avec des sens différents. Toi, tu parlais d'agilité comme ouverture. Tu as dit, du coup, l'ouverture. L'ouverture, c'est la capacité des gens à travailler avec ce que tu disais, la donnée ou autre, ou c'est encore autre chose? Alors c'est ce que tu viens de dire, mais c'est aussi, le fait de rapprocher les métiers de l'IT et de l'IT des métiers. Donc ça marche dans les 2 sens si tu veux. Nous, on se disait: «C'est un peu dommage, d'avoir des gens qui ont tous, bac+5, hein, quasiment tous, qui sont au sein de l'IT et qui, finalement reçoivent une expression de besoin et qui essayent de mettre en place cette expression de besoin». Donc l'agilité pour moi, elle nous a aidé aussi à rapprocher les 2 en se disant, «Mesdames, messieurs, ça a peut-être du sens que vous travaillez ensemble et que vous ne soyez pas juste une boîte aux lettres dans laquelle vous recevez, des consignes et vous mettez en œuvre ces consignes». Donc l'agilité, si tu veux, ça a été une méthode de travail, enfin, c'est une méthode de travail qui nous a permis de rapprocher les 2 et qui fait que l'IT peut soumettre des idées et à l'inverse, l'IT peut écouter directement ce que l'utilisateur a envie et ce que moi j'essaye de mettre en place, dans les équipes, c'est de leur dire, quand on a une expression de besoin d'un utilisateur, c'est toujours intéressant de lui dire, et si on faisait un peu différemment, ce serait beaucoup plus simple pour l'IT, et si, on utilisait cette idée, ce serait peut-être, moins coûteux ou plus rapide. Et donc ce côté, tu vois, collaboratif, pour moi, il est vachement important dans l'agilité, plus que pour moi, dans mon esprit, l'agilité, c'est pas de changer d'avis toutes les 5 minutes, hein, c'est pas ça, hein. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où, tu vois, là, tu définis vraiment le fait que, bon, tu t'es servi du concept, enfin, de l'agilité, tu en as pris un morceau et tu as dit, bah, en fait, nous, on va l'axer, par exemple, beaucoup sur le collaboratif IT métier pour que bah, l'expression de besoin, ce soit pas un cahier des charges fixe, mais quelque chose de vivant et qu'on va co-construire ensemble pour essayer de trouver la meilleure solution par rapport à cet enjeu-là. Donc ça, c'est une partie. Et ce côté collaboratif, on peut l'appeler aussi des fois business partner. Il y a des fois des gars, des business relationship manager, etc.
Est-ce que toi, tu penses aujourd'hui que dans ton équipe IT, en fait, la majorité des gens aujourd'hui sont vraiment à fond avec les métiers, comprennent bien les métiers, sont souvent là-bas chez eux, où il y a encore du travail à faire, ou c'est bon, c'est fait, ça a été validé cette phase-là, ça a été réglé? Non, alors non, c'est pas réglé, c'est en cours, c'est pas fait. On va changer de service de siège, enfin de services centraux, donc on va passer des bâtiments actuels à des nouveaux bâtiments en 2025 et tu vois là, l'idée c'est de dire, qu'en 2025, les équipes IT qui sont proches des métiers vont être localisées dans les métiers. Donc l'idée, c'est vraiment de les faire vivre ensemble. Ça a 2 vocations, une vocation, c'est d'avoir une meilleure compréhension des métiers et puis, une meilleure compréhension par les métiers de ce qu'est l'IT en fait. Les parce que c'est vrai qu'on a aussi des contraintes, c'est vrai aussi que parfois, les métiers comprennent pas pourquoi, ça prend 9 mois et pourquoi c'est si long et si cher. Et donc je pense que la proximité, ça va aider à mieux se comprendre mutuellement. Et donc, pour répondre à ta question, on n'est pas au bout, hein, du modèle, c'est sûr, hein. On a commencé par, l'IT qui s'est transformé, donc on s'est beaucoup inspiré de ce que Spotify a communiqué, sur internet, sur son organisation. Donc on n'a pas fait un copier-coller de ce que fait Spotify, mais on s'est beaucoup inspiré de ce qu'ils font. Et et puis, ça c'était en 2020 et depuis, si tu veux, donc en 21, globalement l'IT était organisé en mode Spotify, on va dire, pour simplifier. Et depuis, fin 2021, ce qu'on essaye de faire, c'est de démocratiser cette, notion-là auprès de tous les métiers. Donc on remonte en fait dans les couches métiers. Et là, on a mis en place, pas mal de coachs agiles qui accompagnent, qui accompagnent pas spécifiquement les métiers, mais qui accompagnent les projets dans l'agilité. Donc l'idée, c'est qu'on ait des coachs qui ont non seulement décrit la théorie de la façon dont on devrait fonctionner en agilité, mais aussi qui participent aux réunions, qui participent aux meetings et qui, nous permettent de dire, bah, à ce moment-là ou sur cette réunion-là, par exemple, le product owner, il n'a pas joué le rôle de product owner. Il n'a pas été dans son rôle et voilà ce qui a manqué pour qu'il soit dans son rôle. Donc tu vois, on essaye, à travers ça on va éduquer, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas de faire passer les idées de ce que serait l'agilité à l'échelle, donc à l'ensemble de l'entreprise. Ok. Et en mode, si je me fais l'avocat du diable en termes critiques de l'agilité, est-ce que tu penses pas que ça peut être vu aussi, alors je vais vraiment faire une très grosse caricature, une forme d'agression pour les métiers où tu arrives avec un wording, enfin avec des mots et des concepts très orientés, tu vois, informatique, IT, hein, l'agilité, etc. Et on dit, ben en fait, la façon, les concepts IT, on va les mettre dans toute l'entreprise parce que c'est comme ça qu'il faut travailler. Et, et du coup, est-ce que du coup, en dehors de la façon de faire, hein, qui elle, voilà, mais les mots employés ont aussi un impact aussi sur la façon des gens de ressentir des fois les prises de pouvoir, dirons-nous. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que ça a été faux chez vous parce que ça s'est fait différemment? Ça m'intéresse. C'est complètement vrai et tu vois, on a eu un audit, en 2020 quand, ça faisait quelques mois qu'on avait lancé les concepts, 2019-2020, ouais. Et en fait, on a eu, dans cet audit, il y avait une révélation en disant: «Mais vous avez lancé, enfin l'informatique a lancé cette initiative et en fait les métiers, ne comprennent même pas les mots, en fait». Tu vois, on se parlait de guilde, par exemple. Les gens ne comprenaient pas ce qu'on entendait par alors on avait beau le définir, hein, bien sûr qu'on le définissait, mais ça leur parlait pas, ils comprenaient pas, ils oubliaient. Et au départ, ça faisait un peu peur parce qu'on se dit: «Mince, est-ce que finalement on n'est pas une bande d'intellectuels qui sont en train de définir des trucs auxquels, personne ne comprend rien?» et qui va être, bah, finalement un échec parce que c'est sûr que si on fait ça que pour l'IT, ça va pas beaucoup avancer. Et donc ça, c'était l'état des lieux en 2020, début 2020, on était un peu dans cette logique-là et ces mêmes audit est revenu en 2022 là, il vient de se terminer il y a quelques semaines et ils ont révélé qu'il y avait vraiment de très gros progrès et que la plupart des métiers avaient très bien compris maintenant comment ça marchait. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que au-delà des terminologies, des présentations qu'on a pu faire, tu vois? Parce qu'on avait fait des presse, on avait fait des vidéos, on avait expliqué, on avait fait plein de choses et on se rend compte qu'en fait, ça ne fonctionne que quand tu commences à le mettre en place. Et là, d'un seul coup, quand tu le vis, les utilisateurs se disent: «Ah bah ouais, ça y est, je comprends maintenant comment ça marche et c'est OK pour moi, en fait, ça me va bien». Et donc c'est là où on s'est rendu compte que il faut faire un peu de théorie parce que sinon t'as pas de cadre, mais il faut surtout, s'y mettre, en fait. Et donc il a fallu, probablement une bonne année pour qu'on réussisse à ce que les
les terminologies soient maintenant dans l'esprit des gens et le plus gros des succès qu'on puisse avoir là-dessus, c'est quand ils utilisent les mots en se disant, bah, pour eux maintenant product owner c'est très clair dans leur esprit, guild c'est très clair dans leur esprit. Enfin, tu vois, c'est là où tu te dis: «Bah, c'est bon, on a gagné, quoi». Quand ils utilisent ces mots-là dans les réunions, tu te dis: «Bah, c'est bon, ils ont bien intégré, les modifications». Toi, ton feedback, c'est comitologie commune, c'est compliqué, ça prend du temps, même si on a décrit les choses. Mais quand ils font et qu'on y met l'énergie en termes de forme, enfin, d'explication, etc., s'ils font, ils comprennent et du coup, après, ils s'accaparent les mots, mais il faut faire une première fois quand même pour arriver à bien s'accaparer les termes et les concepts, c'est ça? C'est ça, ouais. Et puis il faut y aller aussi progressivement si tu veux. Je pense que là, la première étape qu'on a faite, c'était vraiment une étape d'organisation, notamment autour des projets, du rôle des métiers et du rôle de l'IT. Et puis, moi, mon rêve, c'est qu'on aille, jusqu'aux OKR maintenant et qu'on soit, non pas sur des OKR, par périmètre, mais qu'on soit sur des OKR, d'entreprise et qu'on définisse suite à cette vision 2030 qu'on a définie ensemble, qu'on ait des OKR qui reviennent à peu près, peut-être une fois par an, tu vois? Et de se dire: «Voilà, les OKR de l'année 2023, ce sera ça, ça, ça» et d'en définir entre 3 et 5 et de se dire comment ça se décline dans les métiers. Mais tu vois, il faut une forme d'itération, en fait. Tu peux pas, enfin, en tout cas chez Kiabi, après peut-être il y a des boîtes qui réussissent à aller plus vite, mais chez nous, je pense qu'il faut y aller step by step, en fait. Sinon, tu perds tout le monde. Et alors du coup, c'est une question que je voulais te poser par rapport du coup à la vision que vous avez travaillé, qui a été quand même l'élément déclencheur ou dans tous les cas qui a mis en perspective plein de choix après, la façon dont toi tu considères ton système d'information, la façon dont vous les équipes vous voulez travailler, parce que c'est voilà, ça a donné le là. À la fin, quand vous avez fait cette vision-là, vous aurez pu très bien dire, mais en fait maintenant cette vision concrètement sur l'année 1, c'est quoi nos objectifs, c'est quoi nos petits résultats. Ça aurait pu être directement bah, on a fait la vision qui est loin, maintenant à un an, qu'est-ce que ça veut dire? Et peut-être que vous aurez pu faire par trimestre un peu après, parce que le temps que ça se lance, etc. Pourquoi vous n'avez pas saisi cette opportunité de vision à 2030, à la décliner sur l'année 1, par quoi on commence? Pourquoi il n'y a pas eu, vous l'avez fait forcément, mais pas en mode OKR, quoi. C'est ça, on l'a pas fait en mode OKR, on l'a fait en mode un peu classique, en se disant effectivement on a une vision 2030 avec un chiffre d'affaires cible, avec des activités cibles, avec ce qu'on pense sur la partie RSE en particulier. Enfin, il y a un certain nombre de cibles qui ont été fixées. Et après, on a une déclinaison plutôt 3 ans. Donc en fait, on a travaillé sur la période 22-25 et puis 25-30. D'accord? Donc on a plutôt travaillé comme ça. Mais dans mon esprit, tu vois, là, je te livre ma perception, hein. C'est une vision très, peut-être, enfin, je j'aime pas trop le mot ancien, mais c'est une vision très très ancienne, très itérative telle qu'on le faisait dans le passé et c'est pas une vision OKR qui s'impose à l'entreprise, tu vois? Dans mon esprit, les OKR nous permettraient, si on y allait sur toute l'entreprise, de se dire: «Voilà sur la 2023, voilà les 3 à 5 thématiques qui vont être les prioritaires pour nourrir la vision 2030». Et pas forcément une thématique orientée chiffres, tu vois. Ça peut être une thématique de transformation, ça peut être une thématique d'innovation. Et ça, je pense que nous, on est trop dans aujourd'hui la déclinaison chiffrée de ce que ça va être. En fait, si tu veux, ça nous rassure de se dire, on a bien une vision 2030, on a bien une déclinaison 22-25, et cette déclinaison 22-25, elle est très chiffrée en nombre de magasins, en chiffre d'affaires, en rentabilité. Elle est pas dans une logique OKR telle que moi je l'ai en tête. Ben, les key résultats peuvent être des pendants chiffrés dont tu parles, quoi. Oui, tu as raison, ça peut venir, avec aussi, tu as raison, ouais. Mais on n'a pas, enfin, pour moi, on a une démarche, qui de ce point de vue-là est encore un peu trop classique et on est en train d'y travailler là pour essayer effectivement d'avoir une démarche un peu plus, proche de ce que les OKR définissent. Et tu vois, par exemple, ce qu'on fait encore maintenant, c'est qu'on a tendance à définir des projets qui vont, bien entendu, nourrir la vision, mais chacun définit les projets qu'il aimerait mener pour, nourrir la vision. Là où les OKR pourraient être, un espèce de cadre en disant: «Voilà, sur l'année 23, on va mettre plutôt le focus sur», je te prends un exemple,
voilà, l'international, peut-être un autre focus. Enfin, tu vois, je trouve qu'on n'a pas forcément cette marche-là et je crois que c'est quelque chose sur lequel on pourrait aller. Donc on commence à y travailler, mais je pense qu'on aura atteint la cible une fois qu'on y sera vraiment, c'est-à-dire être capable de transformer cette vision en OKR annuel et de faire évoluer les OKR année après année. Puis ça nous obligerait à prioriser aussi. Oui, en fait, c'est qu'il y a deux choses dans ce que tu dis que j'entends, si je comprends bien. Nous, on utilise OKR, moi j'utilise depuis 5 ans et du coup, j'ai beaucoup aussi parlé avec pas mal de gens qui le font, mais sur des tailles de boîtes plus petites. Donc, pas avec les incidences que toi, tu aurais. Mais de ce que je vois, c'est que les objectifs et les résultats d'une société, les seuls qui sont toujours bien mis, c'est ceux qui sont liés à l'argent. Donc, tel résultat en plus, tant de clients en plus, etc. Et en fait, ce qui n'y a pas en général dans les stratégies de boîte sur l'année, c'est tout ce qui est transverse et qui est super important sur la marque, sur les améliorations opérationnelles, etc., qui sont moins chiffrables en fait. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que ça te force aussi à avoir des objectifs qui sont un peu moins orientés business 100% et des fois un peu plus transverse et long terme. Et ensuite, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire maintenant qu'on a dit la priorité sur 2022, ben, c'est quoi les projets qui rentrent là-dedans? Et donc, du coup, c'est un cadre de priorisation extrêmement fort où ben, il y a un focus sur l'année ou même le trimestre après quand on le décline par trimestre pour pouvoir avancer. Voilà, c'est ça. En fait, si, pour moi, ce serait vraiment un gain de temps par rapport à ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire que on passe quand même beaucoup de temps, chacun d'entre nous, à essayer de proposer des sujets qui sont bien sûr en lien avec la vision, mais sans forcément qu'on ait une forme de priorisation qui s'impose à nous. Et je pense que les OKR, ça nous permettrait d'aller vers cette priorisation un peu mécanique en disant, bah voilà, les OKR qui sont définis sur l'année 23, c'est ça, ça, ça. Et donc maintenant, proposer des projets qui viennent nourrir ces OKR. Et tu vois, je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps en fait à fonctionner de la sorte. Donc on est en train d'essayer d'y aller, mais comme je te le disais, il faut un petit peu de temps. Enfin, c'est un petit peu la même chose que l'agilité dans l'entreprise. Il a fallu un peu de temps pour que chacun se l'approprie. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour que l'entreprise fonctionne comme ça. Mais bon, voilà, je pense que c'est un temps nécessaire en fait. Et toi, tu pourrais le mettre dans ton équipe sur les projets, on va dire, sur les initiatives purement techniques, donc que sur les améliorations tech, où c'est pas lié aux objectifs et on va dire de l'entreprise, mais en disant bon voilà, nous on a du taf juste pour nous aussi, et donc comment on le priorise et c'est quoi notre focus de cette année-là? Bah, c'est ce qu'on va faire en fait. Et tu vois, je sais que mes collègues du e-commerce, ils le font aussi. Donc, il y a certaines entités de l'entreprise qui commencent à s'y mettre. Et c'est pour ça que je te dis, je pense que l'entreprise va s'y mettre aussi par ce côté, chacun commence à le faire dans son coin. Et puis à un moment, il y aura un véhicule plus large qui va se mettre en place. Et est-ce que tu penses, alors deux questions, est-ce que tu connais d'autres sociétés de la taille de Kiavi ou similaires qui le font et du coup avec qui tu as pu échanger et du coup grandir aussi dans la compréhension de la mise en place et de l'impact que ça va avoir, première question. Et seconde question, est-ce que tu penses aussi que bah, en fait tu as les objectifs OKR annuels, après tu as ceux qui peuvent être trimestriels et après tu as ceux qui sont trimestres par département, etc. Enfin, il y a plein de façons de les découper pour les rendre vivants aussi. Ça, c'est la seconde question. Et troisième, c'est est-ce que tu penses aussi que ça manque pas aussi de chaleur humaine, ces OKR-là, où, en gros, bah, un objectif, hein, pas forcément les résultats, mais un objectif, une vidéo de 3 minutes du boss ou d'un des boss qui l'incarne ou qui vraiment a le leadership dessus, ça peut aussi donner du sens beaucoup plus fortement que juste une ligne dans un doc. Alors, à la première question, écoute, on a pas mal discuté avec les gens d'ADO, c'est le groupe Leroy Merlin, parce que je pense qu'ils sont en avance par rapport à nous sur ce sujet-là. Et tu parlais de la complexité liée à la taille, eux, ils sont beaucoup plus gros. Donc, on a pas mal écouté et on s'est pas mal inspiré de ce qu'ils ont pu faire. Et d'ailleurs, ils ont fait un podcast avec toi, je crois, il y a quelques mois. Donc c'était assez intéressant de les écouter. Et puis après, dans les autres enseignes, je me demande si Decathlon est pas en train aussi de faire quelque chose dans ce. Beaucoup du retail là-dedans, hein. C'est Lille. Ça, c'est l'empreinte lilloise. Ouais, bah forcément, c'est quand même plus simple que de traverser la moitié de la Terre pour essayer d'avoir des idées. Ok, donc ces entreprises-là, elles sont avancées ou elles sont en bonne réflexion sur ces enjeux-là de déclinaison stratégique, opérationnelle, implication des équipes. Ok, je redemandais à Mathieu Grimont-Fraisse qui est quand même top sur le podcast là-dessus, sur ADO.
Et du coup, seconde question, déclinaison trimestrielle par département, etc. C'est quoi le feedback que tu as là-dessus? Alors moi, nous, pour l'instant, on est sur des OKR qu'on essaye de fixer à l'année. Peut-être qu'effectivement, il faudra aller sur quelque chose d'un peu plus dynamique. Pour l'instant, on l'a pas fait. On considère que c'est déjà une étape, intéressante de le positionner comme tel, tu vois? Donc, on n'est pas descendu à une granularité plus fine. Peut-être qu'il faudra y aller un jour, mais pour l'instant, on l'a pas fait. Donc voilà, on est resté sur quelque chose annuel. Ok, annuel pour toute l'entreprise, hein, c'est ça? Non, non, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour l'instant, non. Non, mais c'est ce que tu voudrais faire. C'est ce que je voudrais faire, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Ok, annuel pour toute l'entreprise. Et du coup, pour avoir une idée de la taille, c'est quoi? C'est combien d'objectifs et combien de carrières? Parce que normalement, on dit que tu vois qu'il faut pas en avoir trop pour que ça puisse être parlant, etc. Dans mon esprit, idéalement, il en faudrait maximum 5. 5 objectifs et après dedans des carrières, quoi. Et ça, pour commencer, tu dirais, ben vas-y, on le fait on le fait au niveau global et ensuite, au moins c'est facile, on a un cadre de priorisation et puis après chacun peut s'arranger un petit peu plus pour affiner ça, quoi. C'est ça? Et dernière question, c'était quoi? Je m'en souviens plus. Est-ce que c'est pas trop impersonnel, les OKR? Ah oui, ouais, c'est ça. Comment tu le rends vivant? Parce qu'en fait, c'est le problème des stratégies sur papier là qui sortent de. Alors vous avez fait une vision 2030 et collaborative, hein, dans tous les cas vraiment participative. Mais bon, du coup, un objectif, c'est quand même froid, quoi. Tu vois, c'est pas ce qu'il y a de plus. Voilà, devenir international ou objectif, être dans 25 pays, c'est cool, tu vois, mais c'est quand même froid. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une question de représentation, de communication autour de soi, de le faire vivre, tu vois? Parce que c'est important et en même temps, ça peut pas être juste une ligne dans un tableur Excel. Oui. Alors, en fait, tout ce que tu décris là, c'est l'animation qu'on fait au niveau de la vision. C'est-à-dire que le sens qu'on essaye de donner à cette vision, l'impact environnemental, l'impact sociétal, tout ce sens-là, c'est ce que je pense, on fait pas trop mal à travers la vision 2030 et la façon dont c'est décliné. Et comme tu le disais, c'est décliné à travers des vidéos, c'est décliné maintenant qu'on a la possibilité de refaire des interactions dans la vraie vie. On se regroupe tous ensemble sur ces thématiques-là, et c'est ça qui amène la vie. Effectivement, tu as raison. C'est ça qui amène les échanges, c'est ça qui amène la vie dans ce process peut-être un peu clinique des OKR. Donc tout ça, si tu veux, c'est tout ce chapitre-là, il est assez bien couvert par la vision et toute la com qu'on fait autour de cette vision. Les OKR, dans mon esprit, c'est plus la mécanique qui nous permettra, step by step, d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Mais tu as raison, il faut bien garder en tête les 2 aspects parce que sinon, comme tu le disais, de façon caricaturale, ça peut vite devenir un tableur Excel qu'il faut remplir, et là, on perd un peu le sens de ce qu'on essaye de mettre en place à travers, tous les process d'agilité qu'on a voulu mettre en place. Donc on a bien cette logique, de vivant à travers, tous les événements qu'on peut faire, que ce soit des événements, de type live, que ce soit des événements, en physique, puisque maintenant, on peut les mener en physique. Mais tu as raison, il faut que les 2 vivent, sinon ça marche pas, en fait. Ok. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que par rapport à bah, toute cette dynamique-là, tu as bien, on va dire, lancé la dynamique dans tes équipes hein, avec les métiers, etc. Donc le côté IT, proche des métiers, les métiers aussi comprennent les contraintes de l'IT. Enfin voilà, c'est une dynamique, hein, c'est jamais forcément, il n'y a pas de ligne de, de fin dans ça. Est-ce que du coup, maintenant que c'est lancé, qu'il y a vraiment une dynamique là-dessus, tu te concentres sur d'autres enjeux? Bah, je sais pas moi, notamment le recrutement, les partenaires, enfin tous ces enjeux-là, ou est-ce que tu te concentres encore sur cette partie interne, on va dire, de changement culturel? Alors il y a les deux aspects. Il y a des domaines, sur lesquels, on a très bien avancé, tu vois? Il y a des domaines où on a un représentant IT qui, lorsqu'on a des conseils de surveillance sur une thématique comme la supply chain, par exemple, tu as un collaborateur de l'IT qui vient et qui parle au nom de l'IT sur les outils de l'informatique et qui explique, au même titre qu'on va parler des automates, on va parler de l'informatique et des processus autour de l'informatique. Donc tu vois, il y a des domaines métiers dans lesquels on est très avancé, et moi, l'idée que j'en ai, c'est que chaque, leader métier ait, en face, alors, c'est pas en face, mais à côté de lui, un collaborateur de l'IT qui soit en charge de l'IT, de son périmètre. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que le leader du métier s'approprie son IT, et que ce soit plus vécu comme un service, mais que ce soit vécu comme une part de son capital.
et qu'il ait bien compris que la valeur ajoutée qu'il peut en tirer, c'est aussi sa contribution active pour faire évoluer et le patrimoine applicatif qu'il a entre les mains. Ça, c'est une première chose sur lequel il y a, comme je te dis, il y a certains périmètres qui sont bien avancés, d'autres périmètres qui le sont un peu moins, donc il faut poursuivre sur le périmètre un petit peu moins avancé. Après, la question que tu soulèves autour des talents, c'est une vraie question. Nous, on est une société de distribution de textiles, tu vois, c'est pas forcément quand tu sors d'école la société à laquelle tu penses en premier. Tu vois, quand on est en compétition avec des boîtes comme on l'évoquait tout à l'heure, comme Decathlon, bah, c'est sûr que l'image de Decathlon, quand tu as 25 ans, elle est plus attractive que l'image d'un Kiebi parce que bah, c'est le sport, c'est l'activité physique, c'est tout ce qui te parle quand tu as 25 ans. Et donc, la façon dont on va essayer de le traiter, c'est effectivement d'essayer de nouer des partenariats. Alors, des partenariats avec des écoles pour essayer d'expliquer ce qu'on fait, comment on le fait. Et donc, tu vois, là si on se parle d'ingénieurs, l'idée c'est plutôt de leur expliquer quelles technologies on utilise, pourquoi on les utilise, essayer d'être le plus à la page possible des techs pour les attirer par les aspects technologiques. Et puis, en parallèle de ça, et tu évoquais la notion de partenariat, on essaye de nouer des partenariats qui sont des partenariats qui vont être attractifs pour nos futurs collaborateurs. Et on en a fait un avec Google il y a quelques années maintenant. Donc l'idée, c'est effectivement de promouvoir ce que fait Kiabi grâce aux technologies Google et d'expliquer en quoi on est innovant et en quoi on utilise des techs très, enfin, très pas au point ou à la mode, j'allais dire, c'est peut-être un mauvais terme, mais en tout cas, des technologies qui sont les plus récentes possibles. Et après, moi, j'ai quand même une difficulté autour des talents. Je pense pas être le seul. Et donc, dans la même logique, j'aimerais, et ça, je l'ai pas fait encore, mettre en place, alors je l'ai fait un petit peu, mais pas à l'échelle que je voudrais, mettre en place des partenariats avec des sociétés qui vont, des ESN, qui vont nous aider à aller chercher des compétences qu'on n'arrive pas à se payer. Et donc, dans mon idée, c'était s'associer avec une ou deux ESN et de se dire qu'on a un vrai partenariat avec eux et qu'ils nous accompagnent pas que sur le delivery, mais aussi sur la réflexion. Et je vais te prendre un exemple. On travaille actuellement dans le cadre du partenariat qu'on a mené avec Google. On bosse avec Accenture. On a quelqu'un d'Accenture qui nous a rejoint au sein du comité de direction de l'informatique. Et donc cette personne, elle participe à nos journées stratégiques. Donc on en a 6 par an. Et donc on le fait participer et on le fait vivre avec nous. Et l'idée, en fait, c'est ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que lui apporte des idées auxquelles on n'a pas forcément pensé de par l'expérience qu'il a chez Accenture. Et lui, il comprend mieux les difficultés, les problématiques qu'on peut avoir. Et du coup, il sollicite les bonnes personnes aussi chez Accenture. Donc tu vois, je trouve que le côté, je crée un comité de direction dans lequel j'ai un collaborateur externe d'une boîte qui, voilà, qui est une grosse boîte de conseil. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous apporte des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Ok, donc toi, tu es quand même dans une logique assez forte de partenariat, d'écosystème ouvert. Tu parlais pour les talents, pour les SN, etc. Et là, aujourd'hui aussi, concrètement, avec une personne, pareil, qui est au comité de direction informatique pour peut-être vous aider un peu à ouvrir les chakras, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, il vient avec des nouvelles idées, nouvelles façons de faire, et puis aussi des surprises. Tu vois, des fois, on lui dit des trucs, et il dit, bah, c'est bizarre, vous êtes les seuls à penser comme ça, quoi. Alors peut-être vous êtes, peut-être vous êtes géniaux, mais peut-être aussi vous êtes à côté de la plaque, quoi. Voilà. Et le dernier, tu vois, tu parlais en intro, tu parlais des 4 étages de la transfo. Pour moi, le quatrième étage, ça va être de faire la même chose avec des éditeurs. Donc l'idée, ce serait de se dire, plutôt que d'aller dans une logique actuelle dans laquelle on est, qui est de se dire on achète la meilleure solution à un instant T pour chacun des besoins, plutôt de se dire on va essayer de trouver un éditeur qui nous semble être proche de nos préoccupations et qui va avoir une offre avec 3, 4, 5 solutions qu'on pourrait acheter et qui vont s'intégrer les unes aux autres beaucoup plus facilement. Alors, ça veut dire qu'il faut bien le sélectionner parce que tu sais, il y a certains éditeurs, ils ne font qu'acheter des solutions et à la fin, en fait, tu as sur PowerPoint, tout ceci se complète parfaitement et dans la vraie vie, ça se complète pas. Et donc l'idée, c'est vraiment de sélectionner un, deux, trois éditeurs qui ont vraiment développé des solutions internes qui sont compatibles les unes aux autres et qui nous feraient gagner du temps. Donc voilà, les 4 étages de ma fusée de transformation, c'est ça. C'est un, c'était l'orga.
Donc en gros, c'était plutôt partenariat interne. Comment est-ce qu'on se rapproche des métiers? 2, c'était la tech. C'est ce qu'on a fait avec Google. 3, c'était la partie ESN. Et 4, c'est la partie éditeur. Ok. Et c'est quand même ouf le fait que tu vois l'importance accordée à tu vois à la vision et à savoir où vous voulez aller et la façon dont vous vous organisez interne pour pouvoir permettre en fait de vraiment se transformer parce que du coup tu vois le système d'information c'est une résultante d'une compréhension que ben, si on veut aller là tout ce qu'il va falloir changer en continu que ben, ça a des gros impacts chez vous et du coup à une société ou à une direction qui fait pas ce travail-là de vision, si tu dois lui dire quelque chose de très précis ou de fort qui dit pour le convaincre d'investir, puisque c'est quand même, tu as parlé d'un long moment, hein, un an, c'est pas rien, d'investir ce temps-là pour parce que ensuite ça les vaut. Tu lui dirais quoi? Écoute, le principal, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu ne fais que des choses comme des OKR, en fait, tu es dans une logique très transactionnelle, un peu sous format de fichier Excel. Et en fait, cette vision, elle te donne de l'inspiration, c'est-à-dire qu'elle donne du sens à chacun de nos collaborateurs sur ce qu'on veut être et faire. Et je te le disais tout à l'heure, c'est vrai que le fashion retail, c'est pas forcément l'industrie ou le job que chacun d'entre nous se dit rêver quand il sort de l'école. Et moi, je pense que si on arrive à travailler sur cette vision, à l'expliquer, à la communiquer, je pense que ça peut donner envie. Donc, il y a 2 aspects positifs à cette vision, de mon point de vue. C'est un, ça formalise et ça cristallise tout le monde vers un objectif commun au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est déjà très positif. Et la deuxième chose, c'est qu'en externe, tu peux communiquer sur ce que tu veux faire et le sens de ce que tu veux faire. Et moi, je crois que de plus en plus, on va avoir besoin de ça, en fait. On a besoin d'avoir ce sens pour avoir envie. Et je crois que ce serait un véritable facteur de recrutement positif. Super. Ben, ouais, j'utiliserai tes arguments. Bon, oui, merci Christophe. Je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a un point particulier qu'on n'aurait pas abordé que tu aimerais bien aborder? Oui, il y a peut-être juste un point intéressant que je te soumets, c'est qu'on a démarré, avant Covid, on avait démarré un truc que je trouvais intéressant, qui était ce qu'on appelle le Shadow IT. C'était Shadow Board IT, pardon. Donc c'est un petit groupe de 6 personnes que j'avais volontairement pris parmi les gens qui sont très loin de moi, donc qui sont des gens soit débutants dans leur mission, soit récents dans l'entreprise, et à qui je consacrais 1 heure et demie tous les mois, et qui me consacraient 1 heure et demie aussi, et dans le but d'échanger. Et ça, c'était très intéressant, enfin c'est très intéressant parce qu'on l'a relancé post-Covid, parce que il y a 2 choses. La première, c'est que tu t'aperçois que entre ce que tu dis et ce qu'ils entendent, est-ce que c'est la déformation de chacun des messages? Est-ce que c'est le fait qu'on soit pas forcément bien organisé? J'en sais rien. Mais en tout cas, tu t'aperçois que le message que tu envoies, il n'est pas forcément entendu de la bonne manière, ou en tout cas pas bien compris de la bonne manière. Donc ça, c'était un enseignement enfin, qui est assez intéressant, c'est de se dire que entre ce que tu dis et ce que les gens entendent, et notamment quand ils sont loin, et bien il y a une sacrée distorsion. Et donc, tu vois, un des aspects positifs de ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bah, du coup, on va faire des lives. Comme ça, le message clé, les messages clés, ils sont présents, et il n'y a pas de distorsion. La deuxième chose, c'est que moi, je leur présente notre stratégie, et eux, ils réagissent, en fait. Et c'est très intéressant de voir que ils voient pas la même chose que nous, ils n'ont pas le même contexte, et que du coup, ils apportent des idées, et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi des gens qui vont nous aider à bouger peut-être les lignes, alors que nous, on s'est installé dans une espèce de routine, et donc ça nous bouscule un petit peu. Et donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et je pense que, enfin, le feedback que j'ai eu de leur part, c'était de dire, ça nous a permis aussi de mieux comprendre les décisions. Et tu vois, le côté super positif, c'est qu'ils en parlent autour d'eux, et donc du coup, tu as un espèce de phénomène de communication informelle qui se fait entre les équipes, qui est très positif de mon point de vue. Super. Et du coup, tu continues à le faire? Du coup, on a relancé, ouais, post-Covid, voilà, depuis début de l'année, là, on est reparti
avec une nouvelle équipe. En fait, si tu veux, l'idée, c'est que tous les ans, on change l'équipe de manière à ce que ce soit pas toujours les mêmes qui soient présents. C'est sur la base du volontariat, hein, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire. C'est des gens qui lèvent la main parce qu'ils ont envie d'y participer. Super, ouais, c'est super intéressant. Un très bon tips en plus actionnable, comme on les aime, qui impulse le changement. Parce que c'est bien beau de parler d'agilité, de changement, etc. Mais c'est vrai que c'est important de savoir aussi comment s'y prendre et par où commencer. C'est quand même des fois un sacré enjeu de savoir par quel bout le prendre cet enjeu-là. Bah, merci Christophe, c'était super intéressant. Bon, ben j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à le partager sur LinkedIn en me taguant, je répondrai à vos questions et mon interview le fera aussi avec plaisir. C'est super important pour faire connaître le podcast et ça nous motive à faire toujours de nouveaux épisodes. Encore merci pour tous et on compte sur votre partage.